Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à cet épisode de Kickstarter 101 or Not. Épisode un peu spécial parce que pour une fois je ne te présente pas un jeu, je t'en présente 10 parce que je vais te faire mon top 10 personnel des jeux, de mes jeux favoris d'escarmouche. Ce que j'entends par un jeu d'escarmouche, donc un jeu de confrontation, principalement c'est des jeux à 2 joueurs, mais ils peuvent se jouer à plus que 2, des fois à 3, des fois à 4. Et généralement on va avoir d'une forme ou d'une autre, une armée ou un groupe de personnages ou un seul personnage, l'idée étant d'avancer vers son adversaire et d'annihiler sa figurine, son personnage ou ses troupes. Donc généralement on a un plateau, des cartes, des dés, etc. Donc ce que je vais faire tout simplement, passer du numéro 10 jusqu'au numéro 1, je vais te résumer en quelques minutes comment le jeu fonctionne un petit peu, puis ensuite expliquer pourquoi ce jeu se retrouve dans mon top. Donc c'est parti, top 10 jeux d'escarmouche. Donc c'est parti, choix numéro 10, un jeu de James Faulkner, Paul Allen, un jeu de samouraï, et je te parle en mon 10e position du jeu Senjutsu. Donc Senjutsu, c'est un jeu de duel de samouraï, il va pouvoir se jouer de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo dans lequel on a un petit livret de campagne, mais j'ai joué un petit peu avec le mode solo, c'est pas ça pourquoi je le préfère, je l'aime tant que ça pour l'instant. Il va jouer également à 3 ou à 4 joueurs si on veut faire des espèces d'équipes là, à 4. Mais principalement, c'est un jeu d'affrontement. Donc, chaque joueur va avoir une figurine qui va contrôler. Sa figurine va être représentée par un deck de cartes également. Deck de cartes qu'on peut se bâtir entre les scénarios. Fait qu'il y a une partie de deck building là-dedans. Le personnage est représenté également par une carte. On a une carte de Kami qui détermine en quelque sorte la posture de combat qu'on va avoir. On peut tenter d'aller chercher des jetons de concentration, de focus pour activer des pouvoirs supplémentaires des cartes. Et grosso modo, les joueurs vont avoir à choisir une carte de leur main de carte. En même temps, la révéler. Il va y avoir une initiative qui va être déterminée par la carte qui a été choisie. Plus c'est haut, plus on joue rapidement. Et ensuite, les joueurs, dans l'ordre d'initiative, vont appliquer les effets de leurs cartes. Fait qu'il y a des cartes qui vont permettre d'attaquer, de donner des coups, de se déplacer avec des icônes de mouvement, des icônes d'attaque, des icônes de dégâts. L'objectif étant de se positionner et éventuellement de réussir à donner des coups à son adversaire. Si on lui donne des coups, on lui envoie des cartes blessures en avant de lui. S'il y a suffisamment de cartes blessures, ben, il finit par être hors de combat. Et on va gagner la partie comme ça. C'est également un jeu où il va y avoir, comme on le voit, beaucoup de décors sur les différentes maps qu'on peut choisir. Il y a différentes maps qu'on peut choisir. Il y en a 2 dans la boîte de base. Il va y avoir différents décors. Il y en a certains qu'on doit bâtir en carton. Il y en a d'autres qui viennent en plastique. Là, ce que j'ai, c'est une version magasin. Et il existe plein d'extensions. Et j'aime beaucoup Senjutsu parce qu'il t'offre des options extrêmement détaillées, extrêmement précises et j'irais jusqu'à dire extrêmement complexes dans la façon dont tu vas construire tes decks de cartes. Il y a beaucoup de cartes. Là, j'ai beaucoup d'extensions, évidemment. Ça joue, j'ai des dizaines et des dizaines de cartes avec lesquelles tu peux construire tes decks. Dans tes decks, tu peux faire des séries qui vont reprendre des styles de combat. On t'en propose dans différents manuels. Tu vas pouvoir choisir des armes qui vont définir ton personnage, ton combattant, comment il va combattre. Fait que tu sais, je peux avoir un engine attack qui va faire que je vais attaquer un petit peu plus loin, ou katana qui va être des attaques rapides de plus proche, des trucs comme ça. C'est un jeu hautement tactique où je dois essayer d'anticiper les mouvements de mon adversaire. Il y a une règle de défense que j'aime beaucoup où les défenses ont une initiative variable. Fait que quand je vais révéler une carte de défense, je vais avoir à matcher ton initiative à toi, à égaler ton initiative à toi pour pouvoir bloquer ton coup. Parce que si je défends trop tard ou trop tôt dans mon tour de jeu, ton coup va quand même passer. Fait que c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, très tactique, où on doit se positionner, c'est d'anticiper ce que son adversaire va faire, se positionner puis réussir à placer quelques frappes violentes pour être capable de gagner les combats. C'est donc un jeu que j'aime beaucoup. Dans ses points faibles, il y a le mode solo pour l'instant que je trouve pas extraordinaire, je le trouve très confus. On dirait que je l'ai pas encore tout à fait saisi. Je vais finir par essayer de le saisir comme il faut pour peut-être en proposer une vidéo éventuellement. Et c'est un jeu qui est quand même assez dispendieux malheureusement parce qu'il y a beaucoup d'extensions, tu sais, pour aller chercher toute la richesse du jeu. Je pense que ça t'en prend quelques-unes. J'en ai déjà 4 ou 5, mais ça finit par revenir cher à voir tout ça. Donc, choix numéro 10, Senjutsu.
Je continue avec mon choix numéro 9, cette fois-ci un jeu créé par Peter Vibe, le jeu Bestiary of Sigillum Collector's Edition plus spécifiquement. Un autre jeu de confrontation, évidemment, c'est comme ça le thème. Encore une fois, de 2 à 4 joueurs. Il y a un mode dans le fond pour jouer 1 contre 1 ou 2 contre 2. Il y a différentes cartes sur lesquelles on peut jouer. Jeu dans lequel on va avoir à se créer un groupe de 3 combattants pour affronter un autre groupe de 3 combattants. Cette fois-ci, l'objectif n'est pas directement d'infliger des dégâts à notre adversaire, mais plutôt d'aller chercher, de détruire la forteresse de son adversaire. Il y a 2 façons de faire des dégâts à la forteresse. Donc, dans Bestiary, dans le fond, on va se battre sur des toutes petites maps qui sont grosses comme ça. On en a plein qui viennent dans le jeu, sont toutes recto verso, qui ont toutes leurs propres règles, etc. On a une map de base qui ressemble à ça. Les joueurs vont avoir à se bâtir des armées, ils vont servir de ça comme base pour leurs figurines. Et on a toute une série de personnages qu'on peut prendre. Si on en prend un, par exemple, pour faire un exemple, quand on prend un personnage, il est numéroté. Si je décide d'avoir Architectus dans mon équipe, mais je vais avoir tout un grand plateau comme ça ici où tous les personnages sont classés. Architectus est numéro 1. Je vais donc aller chercher le jeton dans la boîte 1. On voit que c'est tous numérotés en haut. Et pour faire le setup d'un personnage, ben, je vais avoir ma figurine qui va s'en aller sur la base de ma couleur. Fait que ça devient mon Architectus. Puis ensuite, je vais avoir 3 jetons que je vais aller placer sur les habiletés d'Architectus, tout simplement. Quand c'est à soi de jouer à son tour de jeu, c'est hyper simple ce jeu-là. Évidemment, on va avoir 3 figurines de chaque côté. On s'imagine que chaque joueur va avoir ses 3 héros de choisi. Et quand on veut activer un héros, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de décider quelles habiletés on veut que notre héros fasse. Fait qu'il y a une habileté de base qui va permettre soit de se déplacer, soit de faire un pouvoir de base qui est écrit sur la fiche ici. Si je le déplace, je vais le déplacer d'une case. Ça va libérer ma forteresse pour que je puisse éventuellement spawner, faire apparaître, générer mes autres généraux que j'ai dans ma troupe. Si on va faire une de ces habiletés secondaires, ça indique ici qu'est-ce qu'on fait, puis on a le temps de recharge qui est juste en dessous. Fait que si on a un temps de recharge, on va se servir de ce petit tableau-là. Fait que par exemple, peu importe on est où, je vais toujours le mettre 3 tours plus tard ou 5 tours plus tard, dépendamment du temps de recharge. Celui-là, c'est 3 tours. J'ai ma flèche qui est ici, fait que 1, 2, 3. Je vais le mettre là comme ça ici, puis à tous les tours de jeu, ça va tourner. Puis éventuellement, quand ça va frapper ça, ben, je vais le récupérer, je vais pouvoir réutiliser mon pouvoir. Je peux utiliser les 3 pouvoirs dans le même tour. Il y en a un que je vais juste placer pour décider si je fais un move ou une attaque de base, comme ça ici, parce que lui, il s'en ira jamais là-dessus, pour que j'ai toujours accès à mon pouvoir de base. Fait que l'idée, c'est qu'on va essayer de se promener là-dessus, on va infliger des dégâts aux ennemis, les dégâts vont nous infliger des ennemis. On va également essayer de contrôler les terrains qui sont autour des 2 tours qui sont à l'intérieur du jeu. Si on contrôle ces terrains-là, on va faire des dégâts à la forteresse de notre adversaire. Dégâts qu'on va compter sur cette piste-là. On va avoir un petit jeton comme ça ici pour indiquer qu'il y a des dégâts qui se font à la forteresse. Si je réussis à éliminer, si par exemple Architectus il mange assez de dégâts pour être éliminé, ben, il va revenir sur ma fiche. Ça va faire des dégâts à ma forteresse, puis ensuite je vais pouvoir le régénérer à mon prochain tour de jeu. Fait que c'est un jeu qui est hyper simple au niveau des règles. On a énormément de statuts qu'on peut infliger dans le jeu. Fait qu'il y a beaucoup de stratégies, de tactiques qu'on va vouloir mettre en place pour créer son armée. Comme on peut le voir, on a 36 lieutenants différents qu'on peut prendre. On en prend 3 par partie. Ce qui fait que ce jeu-là a énormément de rejouabilité. Juste la combinaison entre les différents héros qu'on va vouloir créer. Je peux avoir un héros qui va sonner tout le monde, puis un autre héros qui va pouvoir faire des dégâts plus puissants si j'attaque des héros qui sont sonnés. Il y en a qui vont jouer avec des statuts d'invincibilité, de protection, de défense, d'agression, de faire sauter des tours à l'adversaire, etc. Fait que pour une petite boîte, là, parce que la boîte est vraiment pas grosse, pour une boîte de cette taille-là, qui y a 36 héros, 4 plateaux de jeu recto verso, des tonnes de statuts, c'est vraiment un jeu qui a une rejouabilité extraordinaire pour le format que c'est. Fait que c'est un jeu qui grimpe continuellement. À chaque fois que j'y joue, je l'aime davantage. C'est un jeu que j'ai découvert l'été passé. Fait que c'est un jeu quand même assez récent dans ma collection, mais que j'aime beaucoup. Fait que mon numéro 9, Bestiary of Sigillum. Continuons ce merveilleux voyage en des contrées de violence et de destruction avec mon choix numéro 8, qui est un jeu qui rend hommage à certaines des grandes batailles qui ont été faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et non, ce n'est pas Mémoire 44, c'était mon choix numéro 11. Je parle plutôt de la série de jeux de David Thompson et Trevor Benjamin, la série Undaunted, qui est en français, je pense que c'est les
inflexibles, je crois, les invincibles, quelque chose comme ça. Donc, Undaunted, jeu de confrontation pour 2 joueurs spécifiquement. Il y a plein de boîtes différentes qui existent. Là, je vais te présenter principalement la boîte de base Undaunted Normandy. Undaunted, dans son cas, c'est un jeu d'escarmouche très tactique aussi, mais qui repose sur un concept de deck building, de gestion de main de cartes. Fait que dans Undaunted, on va toujours avoir 4 cartes en main, puis en début de tour de jeu, on va choisir une de nos cartes en main. Disons que je choisis elle pour déterminer l'initiative pour le tour. Fait que cette carte-là, on s'en servira pas. Notre adversaire fait la même chose. Et là, une fois qu'on va avoir révélé notre initiative, on va aller comparer les chiffres qui sont en haut. Celui qui va avoir le plus haut va avoir l'initiative. On a un petit jeton comme ceci pour montrer qui va commencer son tour de jeu. La carte jouée ainsi, elle est défaussée. Ensuite, on va tout simplement jouer ces différentes cartes pour aller chercher l'une des actions qui est sur la carte. On a toujours le droit, à la place de jouer une carte pour s'en débarrasser de son deck. On comprend que c'est un deck building, donc on va avoir un deck qui est efficace. Mais généralement, on va s'en servir pour aller chercher les différentes actions. Fait que là, on a plein d'affaires différentes qu'on peut faire. Nos scouts peuvent se promener pour aller explorer la map. Fait qu'ils vont aller placer des petits jetons comme ça ici. Quand eux, ils se promènent, ça va montrer que maintenant, les autres troupes vont pouvoir se déplacer sur ces cases-là. Quand on fait ça, par contre, on va se rajouter des cartes Fog of War dans notre main et on voit que les cartes Fog of War peuvent pas faire grand-chose. Les scouts peuvent également prendre des actions pour se débarrasser des cartes Fog of War qu'on a potentiellement dans notre main. Les fusiliers, eux autres, ils vont pouvoir se déplacer sur ces jetons-là et les tourner pour prendre contrôle de cette zone-là. Les autres, ben, ils vont avoir différentes actions. Les gunners peuvent faire des tirs de suppression pour forcer des ennemis à se tourner et ainsi perdre des actions pour pouvoir se sauver de ce tir de couverture-là. Il y a les snipers qui peuvent se déplacer sans avoir besoin de la présence de ces jetons-là. Fait que ce sniper-là pourrait se déplacer ici, par exemple. La plupart des unités peuvent attaquer. Quand on attaque, on va lancer des 10. On va tenter d'obtenir le plus haut. La défense va être déterminée par une valeur du personnage, par une valeur de défense de la zone sur laquelle il se trouve et par la distance. Par exemple, si lui il tire sur quelqu'un qui est là, il est à 1, 2, 3 cases de distance. S'il tire sur celui qui est ici, ben, il commence à une difficulté de 5, plus 3 pour la distance, ça fait 8, plus un 1 ici à cause de la défense, ça fait 9. Il va lancer le nombre de dés qui lui est attribué. S'il réussit à avoir des succès, ben, le joueur va falloir qu'il défausse des cartes qui correspondent à cette unité-là. En les détruisant, les ramenant dans un marché commun, et dans un marché personnel, dis-je, et si jamais il n'y a plus de cartes de scout du tout, ben, c'est là que ce jeton-là va sortir de la map. Il n'y aura plus de scouts sur la map. Il y a aussi beaucoup d'actions qui nous permettent justement d'aller jouer dans notre marché personnel. Chaque joueur va avoir un marché qui est spécifique, fixé par le scénario qu'il va avoir choisi. Puis il va pouvoir prendre des actions pour aller chercher ces dites cartes-là et les rajouter à sa défausse. Fait que quand il va rebrasser son deck, il y a plus de chances de piger ses Riflemen, ses Scouts, ses Machine Gunners, dépendamment de ce qu'il a choisi d'ajouter à sa main. De façon générale, le scénario va nous demander soit d'éliminer un certain type d'unité, soit de prendre contrôle d'un certain nombre de points de terrain qui sont représentés par ces jetons-là. Fait que si, par exemple, les alliés, pour gagner, il fallait qu'ils conquièrent 5 points, ben j'en contrôle absolument aucun présentement. Si j'ai réussi à tourner ce jeton-là, ben je vais contrôler cette zone-là, donc marquer les 2 points qui sont ici, même chose ici. Ainsi de suite. Fait que c'est un jeu très tactique où on a beaucoup de contrôle sur notre deck building parce qu'on c'est très facile d'enlever et de rajouter des cartes dans notre deck. Mais là, il faut être capable de le construire intelligemment. Et c'est justement cet aspect-là qui fait que j'aime tant Undaunted, que ce soit Normandy ou il y a Africa, il y a Britain, Battle of Britain, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs boîtes différentes qui existent. Il y a même une version Stalingrad qui est une campagne pour 2 joueurs, là, une énorme boîte avec beaucoup de matériel, qui est très intéressante aussi. C'est donc que je disais, c'est pour ça que j'aime tant Undaunted, c'est l'aspect de deck building qui est à l'intérieur du jeu, qui est très 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 tactique encore une fois, parce qu'on n'a pas un très gros deck de cartes, généralement une dizaine de cartes, 11 cartes au début d'un scénario. Mais notre ennemi, au fur et à mesure qu'il nous descend des unités, il va nous enlever des cartes dans notre deck. Ça va être à nous de décider si on veut prendre des actions pour ramener des cartes de ce type d'unité-là dans notre deck pour avoir plus de contrôle sur la partie. Mais comme tout bon deck building, comme ce sont nos cartes qui contrôlent nos unités, plus moins on a de cartes dans notre deck, plus les unités qui sont sur le plateau, on va pouvoir les activer souvent. Fait qu'est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut se diversifier? C'est un jeu qui est très, très, très intelligemment construit autour de ce concept-là. Et qui amène toujours des concepts supplémentaires dans North Africa, par exemple. Il y a des véhicules qui sont ajoutés, comme je disais, le mode de campagne dans Stalingrad. Fait qu'il y a beaucoup de belles idées à chaque nouvelle boîte dans Undaunted. Fait que c'est une série que je vais continuer à suivre et je l'aime beaucoup. Et c'est pourquoi elle est numéro 8. Le numéro 7 dans mon top est probablement le classique le plus connu de tout mon top. C'est le grand classique Summoner
Wars. Dans ce grand classique, là, les joueurs vont avoir à se confronter dans un duel de magiciens, ils vont avoir à se choisir une faction. Chaque faction vient avec son propre deck de cartes et chaque faction vient avec son magicien en chef qui va ressembler à quelque chose comme ceci. C'est un invocateur, le summoner en anglais. Au dos de la carte, il y a la façon de faire la mise en place qui vient avec certaines unités spécifiques. Et une fois que tout ça c'est parti, ben, nos unités sont représentées par des cartes. On va avoir également un portail quelque part. C'est à partir de là que nos créatures vont pouvoir apparaître. Et on va commencer nos tours de jeu comme ça. On va se faire une petite pile de cartes dans lesquelles on va piger nos cartes. On va avoir à piger, je ne me trompe pas, c'est 5 cartes au début de chaque tour de jeu pour refaire notre main jusqu'à 5 cartes. On va avoir des phases où on va pouvoir placer nos structures en payant le coût en mana qui est demandé. On a une petite piste ici pour mesurer on a combien de mana. À chaque fois qu'on détruit des unités adverses, on a du mana. Puis en fin de tour, si on a des trucs qui coûtent trop cher, on peut les défausser pour se faire du mana à la place des jouets, mais en sachant qu'on ne brassera jamais notre deck de cartes. Fait qu'on va passer au travail juste une fois dans la partie. Il ne faut pas le vider. S'il y en a un qui le vide, il va perdre la partie. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va décider si on invoque des créatures. Même chose, en payant le coût en mana qui est demandé. Nos créatures, on va les mettre à côté d'un portail. Et là, on va se promener sur cette zone-là en respectant certaines règles de déplacement. Elles ne sont pas très compliquées. Généralement, on a droit à un déplacement de 2 puis à une attaque. Notre ennemi va avoir des unités sur le plateau de jeu. Si on a des unités qui sont en melee, il va falloir se coller dessus pour l'attaquer. Si on a des unités qui sont range, on va pouvoir l'attaquer dès qu'on est en ligne jusqu'à une distance de 2 cases, si ma mémoire est bonne, 2 ou 3 cases. Puis on va avoir des dés à lancer avec les symboles qu'on recherche, dépendamment si on fait des attaques mêlées ou si on fait plutôt des attaques qui sont range. On va aller chercher certains symboles sur le dé. On va avoir des jetons de dégâts qu'on va racheter sur les unités. Si on a réussi à faire assez de dégâts pour rejoindre le nombre de cœurs qu'ils ont, on va les éliminer. Et si on élimine l'unité principale, donc l'invocateur de l'autre côté ou le summoner de l'autre côté, ben on va gagner la partie. Évidemment, eux autres, ils ont beaucoup plus de points de victoire. Ça reste que c'est ça le but. Donc, Summoner Wars occupe une place importante dans mon palmarès, entre autres à cause de la diversité des différents decks. T'sais, j'ai plusieurs extensions qui existent. J'ai peut-être une quinzaine de decks de Summoner Wars. Donc, chaque deck est une faction. Chaque deck a un fonctionnement complètement différent les unes des autres. Il y en a que c'est des grosses unités agressives qui vont taper. Il y en a qui vont donner des espèces de statuts négatifs. Il y a des espèces de jetons génériques qui sont utilisés par toutes les factions pour représenter leur pouvoir. Il y en a qui vont avoir certaines unités qui vont se sacrifier pour booster d'autres unités sur le plateau. Il y en a qui vont aller chercher dans leur défausse pour rapatrier des unités. Il y en a que c'est le contraire, vont vouloir accélérer la façon d'envoyer leurs propres unités dans la défausse. Fait qu'il y a plein de façons de fonctionner différentes. Puis ça me fascine toujours ce genre de jeu-là quand ils réussissent à toujours continuer à innover. Il y a des decks qui sortent encore aujourd'hui de Summoner Wars. Fait que c'est un jeu qui est encore très populaire et qui continue à faire vivre. Fait que je l'aime beaucoup. Je souligne quand même que c'est un jeu, c'est peut-être un des jeux les plus simples à expliquer dans mon top 10. Fait que c'est un jeu qui se prend en main super rapidement. Même si tu le montres à quelqu'un, tu peux juste donner un deck, puis tiens, on va jouer, puis les decks sont tous super bien équilibrés. Puis il y a quand même des façons de modifier nos decks si on le veut, puis de se mélanger des choses en respectant certaines règles de deck. Fait que ceux qui aiment ça peuvent même s'amuser avec cet aspect-là. Fait qu'un jeu très tactique, très intéressant. Mais lui, contrairement aux autres que j'ai présentés, peut-être Bestiary Sigillum, il y a peut-être le même niveau de simplicité, mais il reste très simple et très accessible, puis contrairement à certains autres que j'ai montrés, il est facile à trouver lui. Pour mon choix numéro 6, je continue avec un jeu qui est typiquement un affrontement de deux joueurs. C'est une reproduction des jeux vidéo de type Street Fighter, Mortal Kombat et autres, et c'est un jeu qui s'appelle BattleCon. C'est un jeu de Level 99 Games, si je ne me trompe pas exactement. Donc c'est un jeu où chaque joueur va avoir à choisir un combattant, on va installer ça sur un plateau, et on va se taper dessus. Donc les joueurs vont avoir à choisir des héros. Les héros, ils viennent dans des petites boîtes comme ça, sur lesquelles c'est écrit le niveau de difficulté pour contrôler les héros, le type de personnage que ça va être au combat, puis il y en a un paquet de différents. Une fois qu'on va avoir notre héros, il va venir avec des cartes qui lui sont spécifiques à ce héros-là, puis il peut venir avec d'autres composantes. Des fois, dépendamment, il peut avoir des cartes plus petites, des trucs comme ça, dépendamment du héros qu'on a, il peut avoir un paquet de composantes différents, des jetons qu'il va placer sur le plateau, dépendamment de ses habiletés. Ensuite, l'idée du jeu, c'est qu'on va tout simplement avoir deux mains de cartes dans lesquelles on regarde une main de droite, une main de gauche, on va dire. Et quand on va vouloir jouer, les deux joueurs vont se construire une attaque, les deux en même temps. Fait que par exemple, je pourrais dire que je vais faire le Grasping Darkness Smash
En combinant mes deux cartes comme ça va déterminer les statistiques de l'attaque que je vais faire. Fait que j'ai mon priority qui est mon initiative. J'ai une initiative de 3, le plus haut va jouer sa combinaison en premier. J'ai mon range, je me rends à une range de 2. J'ai mon power. Si jamais je me fais attaquer, je vais avoir un effet de guard. Je peux avoir des effets secondaires, des effets de dégâts. Je peux avoir des effets avant l'attaque, après l'attaque, pendant l'attaque qui vont manipuler le plateau, qui vont forcer à se déplacer, et les personnages vont se déplacer tout simplement sur ce petit plateau-là. Fait qu'on va sauter par-dessus, on va se courir comme ça, on peut mettre des tokens sur le plateau. Fait que c'est vraiment un duel de combat, un contre un, extrêmement efficace. Il y a une structure de tour de jeu qui est un peu weird parfois, mais le jeu va quand même t'offrir énormément de possibilités. Et quand je dis possibilités, c'est encore un de ces jeux que des combattants, en veux-tu, en v'là, je dois en avoir une cinquantaine de combattants dans la boîte que vous avez vu tantôt, qui est quand même assez grosse, là, je te le concède. Le jeu de base vient avec une vingtaine de combattants, 25 peut-être combattants. Chaque extension vient avec une douzaine de combattants de plus. Je les ai même pas toutes, là, ça rentrait plus dans ma boîte, fait que j'ai arrêté là. Et j'aime beaucoup le rangement, fait que chaque combattant a sa propre boîte, toutes ses composantes sont spécifiques, sont à l'intérieur de la boîte, ils donnent assez de stock pour que tu n'aies pas besoin d'avoir des doublons, d'aller chercher dans des decks génériques pour construire tes decks. Puis j'aime beaucoup la stratégie du jeu, fait que c'est à chaque fois que tu vas faire des dégâts, tu vas essayer d'aller chercher des espèces de jetons de force, puis c'est quand la réserve de force est vide, c'est comme ça qu'on va déterminer qui va l'emporter à la fin d'une bataille. Il y a des scénarios coopératifs que tu peux faire pour aller taper des boss spécifiques. Il y a plein de petits modes différents qui existe aussi à l'intérieur du jeu. Fait que j'aime beaucoup comment il y a un grand nombre de personnages différents, puis j'aime beaucoup, tu l'as vu avec la particularité des cartes comme ça ici, qui sont les moitiés de cartes qu'on va mixer avec l'autre moitié pour déterminer l'effet qu'on va avoir. Je ne l'ai pas précisé, mais dans le fond, les cartes que tu vas avoir jouées, tu les défausses à la fin de ton tour, puis ils restent dans un ordre de défausse, puis tu vas les récupérer au début du tour, pas le tour suivant, l'autre tour d'après. Fait que tu as toujours une espèce de rotation qui se fait dans tes cartes qui est intéressante. Tu as une façon d'aller chercher une version Ultimate, là, de faire une espèce de méga attaque, une carte que tu peux jouer spécialement. Et tous les personnages ont des règles différentes. Fait que c'est un jeu qui est très asymétrique dans la façon que les combattants vont avoir de se comporter sur le plateau. Et c'est la raison pourquoi c'est mon jeu numéro 6. On entend la deuxième moitié du top avec mon choix numéro 5, où on tombe dans les jeux d'escarmouche abstraits, mais jeux d'escarmouche néanmoins. Et j'ai nommé Champ d'honneur en anglais. Moi, j'ai la version en anglais qui s'appelle War Chess, où là, on va aller chercher vraiment un aspect abstrait du jeu d'escarmouche. Cette fois-ci, dans War Chess, là, on a un jeu de bag building. Fait que dépendamment si on joue 1 contre 1 ou si on joue 2 contre 2, on va utiliser certaines parties de la map. Les parties plus foncées comme ça va être juste si on joue à 2 contre 2. Le but, ça va être d'aller prendre contrôle d'un certain nombre de ces espèces de cercles verts-là qu'on voit en allant mettre des jetons sur ces zones-là. Puis évidemment, chaque joueur va avoir sa couleur de jeton. Je l'ai déjà dit, c'est un back building. Fait que dans le fond, grosso modo, comment ça va se jouer War Chess, c'est que chaque joueur va avoir des cartes qu'il va avoir choisies en début de partie. On peut faire un draft, il y a différentes façons de fonctionner. Et grosso modo, les cartes vont être associées à des unités. Par exemple, le Warrior Priest qui est ici, on voit qu'il est associé à 4 jetons et il y a un pouvoir particulier. Fait que dans ce rack-là, comme ça ici, on va avoir tous les jetons du jeu. Fait qu'ici, j'aurai mon Warrior Priest. Fait que si j'ai la carte du Warrior Priest, ça veut dire que c'est moi qui vais contrôler ces 4 jetons-là. Et toutes les unités que vous voyez correspondent aux différentes cartes que j'ai montrées, comme ça, ici. Fait qu'à toutes ces cartes-là. Fait que grosso modo, ce qu'on va faire à son tour de jeu, c'est qu'on va aller dans notre sac de jeu. On va avoir différents jetons qui vont être mélangés des différents types d'unités qu'on va avoir, plus un certain nombre de jetons spécifiquement associés à sa couleur. Puis quand on va piger ces jetons-là, dans le fond, on va pouvoir prendre des actions avec ces jetons-là. Fait que ici, ça va me permettre soit d'activer cette unité-là si elle est déjà sur le plateau. Je pourrais défausser ce jeton-là pour activer une autre unité qui est sur le plateau. Ou je pourrais défausser ce jeton-là pour faire apparaître cette unité-là à partir d'un point de contrôle que j'ai. Fait que par exemple, cette unité, je pourrais le faire apparaître puis éventuellement me déplacer avec. Ou je pourrais, si je repige d'autres jetons de cette unité-là, les mettre sur le dessus pour les booster. Ou défausser les jetons pour aller en rajouter dans ma réserve, parce que je vais en avoir un certain nombre dans mes réserves, puis les remettre dans mon sac. Fait qu'on va toujours avoir, si j'ai un pion à 3 jetons qui se promène, il y a beaucoup de points de vie, mais l'idée c'est qu'il va me rester moins de jetons du même type pour activer la dite unité, puis activer ses différents pouvoirs. Fait qu'on va se promener comme ça autour du plateau de jeu en se tapant dessus. Chaque joueur va avoir un certain nombre de cartes, fait 4-5 unités qu'il va pouvoir contrôler et qui sont représentées par son petit sac
personnel. Là, il y a des extensions qui ajoutent d'autres types de jetons, d'autres types d'unités qu'on va pouvoir utiliser pour aller chercher un peu de variété. Et on va avoir des espèces de petites cartes objectifs qu'on peut aller chercher aussi pour avec les différentes extensions pour aller chercher encore plus de variété. Donc pour moi, War Chest s'amasse en 5e position à cause de l'intelligence, de la façon dont il va utiliser le backbuilding à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu de contrôle de territoire, ultimement dans son escarmouche, parce qu'on va se taper dessus avec nos unités, puis on va essayer d'aller placer nos jetons de contrôle sur un certain nombre de zones. Si on joue à 2 sur Memoria Bond, c'est 6 jetons de contrôle, 6 zones qu'on doit contrôler, les espèces de cercles verts que je vous ai montrés. Et la façon de garder un équilibre dans son sac est hyper intéressante dans ce jeu-là, parce que quand on va piger des jetons, on peut les défausser, face cachée pour aller recruter des nouvelles unités, fait qu'on rajoute des unités dans notre sac. Mais si on a plus d'unités dans notre sac, mais on a moins de chances de piger les jetons d'unités qu'on a besoin de piger. Par contre, si on utilise nos jetons pour renforcer les unités qu'on a sur le plateau, ben, l'unité devient plus puissante parce qu'elle a plus qu'un point de vie, elle va stacker comme je l'ai montré avec 1, 2, 3, 4 jetons dessus. Par contre, si j'ai un total de 5 jetons pour une unité, puis j'en ai 4 sur le plateau parce qu'elle a 4 points de vie, ben, ça veut dire qu'il me reste juste un jeton pour l'activer. Si elle a 3 points de vie, il me reste 2 jetons pour l'activer et ainsi de suite. Fait que si je la laisse juste à 1 ou 2 points de vie, ben, je peux l'activer plus souvent, déclenchant son pouvoir plus souvent. Puis là, toutes les unités ont un pouvoir spécial. Il y en a un qui peut attaquer après s'être déplacé, il y en a un qui peut attaquer de loin, il y en a un qui va activer d'autres unités quand il s'active, ainsi de suite. Fait qu'ils ont tous des pouvoirs différents. Puis ils ont une utilisation très intelligente du backbuilding à l'intérieur du jeu. Donc moi j'ai trouvé ça extraordinaire pour ça. Puis j'aime l'aspect abstrait du jeu, j'aime la qualité du matériel, les chips vraiment de très bonne qualité avec la boîte magnétique qui se ferme, le beau rangement à l'intérieur. Fait que c'est vraiment une très très belle production, des règles efficaces et quand même assez simple, beaucoup de possibilités. J'ai juste une des extensions qui existent, je me procurerai éventuellement les autres. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup à chaque fois que je joue. War Chest, mon numéro 5. Je poursuis avec mon numéro 4, on a presque terminé. Mon numéro 4, je nomme Company of Heroes de Board Games, basé sur un jeu vidéo, semble-t-il, auquel je n'ai pas joué, où on va contrôler des troupes, on va se bâtir des escadrons de soldats, de tanks, de jeeps, de différents véhicules, de tireurs de mortier, etc. Et on va s'affronter sur une énorme map. On va tenter d'aller prendre des coins de contrôle qui vont nous rapporter différents points de victoire. Fait que là, pour Company of Heroes, on commence à parler d'un gros jeu. Là. Chaque joueur va avoir une fiche comme ça ici sur laquelle il va aller placer une carte de commandant selon la faction qu'il a. Il va avoir une zone pour indiquer ses revenus dans les différents types de ressources du jeu. Et il va avoir une zone pour indiquer sa quantité de ressources qu'il a de chaque type. Les ressources vont être déterminées par les zones qu'il contrôle. Fait qu'il y a des zones qu'on va aller mettre des petits triangles comme ça ici sur le coin de la zone pour indiquer que cette zone-là produit de cette ressource-là, qui est les points de victoire sur du temps passant. Mais il y a la même chose pour toutes les autres types de ressources, fait que les munitions, l'essence, la main-d'œuvre, des trucs comme ça. Quand on contrôle ces zones-là, contrôler une zone, ça veut dire qu'on a des unités sur cette zone-là. Ben, ça veut dire qu'on va faire plus de revenus de ce type-là. Chaque joueur a également aussi une série de cartes comme celle-là. Elles ne sont pas toutes barrées en début de partie. Il y en a 2 qui sont débarrés, il y a des coups qui sont barrés, il y en a 2 qui ont des coups dans le bas à droite pour indiquer ça coûte combien des ressources jaunes et vertes respectivement pour débarrer ces cartes-là. Ces cartes-là indiquent quel type d'unité on peut déployer au début du tour de jeu. On a toujours une phase de tour de jeu, juste ici, une phase de manœuvre dans laquelle on va pouvoir déployer des unités. C'est ça, une phase de manœuvre dans laquelle on va pouvoir déployer des unités, puis on va avoir des nouveaux déplacements, des nouvelles unités, des nouveaux types. Toutes les unités ont des caractéristiques différentes. Il y a plein d'unités différentes pour une faction, qu'on a des types de tanks, de jeep, des unités de sol, etc. Les unités vont se placer généralement sur des espèces de socles qui vont permettre d'en faire un suivi relativement facile sur la map. Par exemple, si j'ai un certain nombre de GI que je vais aller placer sur cette unité-là, je vais aller pouvoir les placer dans ce socle-là, puis ils vont se déplacer toujours ensemble sans se perdre. Fait que je vais toujours savoir, puis quand je vais perdre des points de vie, je vais juste enlever un certain nombre de GI de la case. Si ce sont des GI particuliers, par exemple, s'ils ont c'est des tireurs de mortier, je vais aller mettre un petit mortier dans leur case pour me rappeler que ce sont des tireurs de mortier. Ils vont avoir des statuts spécifiques qu'ils peuvent avoir ils gagnent certains statuts positifs parce que je peux dépenser de l'expérience dans ce jeu-là pour pouvoir améliorer mes unités. Fait que s'ils gagnent des statuts spécifiques, un bonus de défense par exemple, tous les statuts sont représentés par des
dés spéciaux que je vais aller placer directement sur leur socle. Fait que ça va être cette unité qui va se promener là d'une case à l'autre. Fait que je vois qu'il y a 3 points de vie à tirer au mortier, un bonus de défense, etc. Et c'est la même chose pour les tanks, soit dit en passant. Là, j'ai des plus grandes bases sur lesquelles je peux aller placer mes tanks pour m'assurer que je me rappelle si j'ai à leur placer des dés ou des points de dégâts spécifiques ou des attributs quelconques, ben, je vais pouvoir le faire même sur mes bases de tanks comme ça ici en les déplaçant. Fait que sur mes différents escadrons, fait que on va se tirer dessus. Les types de dégâts qu'on va faire vont dépendre d'une petite grille qui est comme ça ici. On va aller utiliser des dés qui ont un paquet de symboles différents pour attaquer, qui ressemble à ça ici. Puis on va aller chercher différents symboles sur les dés dépendamment de qui on veut tirer. Et on va se baser sur cette grille-là pour voir le type d'unité que j'ai, dépendamment de quelle cible il est vulnérable à quel type de dégâts. Et on va tenter de générer des ressources, déployer des unités, se manœuvrer de façon efficace pour aller prendre les points qui sont intéressants. Et comme vous le voyez, ça c'est une demi-map. Généralement, les maps sont 2 fois plus grandes que ça. On a un paquet de cartes commandements différents. Et pour toutes ces raisons-là, j'adore Company of Heroes parce qu'il m'offre énormément de possibilités dans du matériel spectaculaire. Fait que moi, personnellement, c'est le genre d'affaire qui fait que je trouve ça très, très immersif. On va avoir des jetons, si j'installe des tours à bunker, des trucs comme ça. Il y a des extensions avec pour avoir des bâtiments 3D. Parce qu'évidemment, là, on a plein de règles avec des zones qui sont franchissables, qui sont infranchissables, des buildings qu'on peut démolir si on a des grenadiers qui tirent dessus. Ça peut infliger des dégâts à la structure puis la faire s'effondrer tuant tout ce qui est en dedans. On gagne de l'expérience. Avec l'expérience, on peut améliorer les attributs de notre carte de commandement ou on peut dépenser de l'expérience pour améliorer certaines unités qui sont présentement sur le plateau. Fait que mon petit groupe de tireurs de mortier devient une espèce de groupe élite. Il peut tirer plus loin ou il peut tirer malgré des pénalités à ligne de vue, etc. Et on a 4 factions dans la boîte de base. On a les Russes, les Allemands, les Anglais et les Américains. Chaque faction vient avec une grande série de tanks, de véhicules différents. Les skulls sont tous très différents. Fait que l'aspect historique est vraiment intéressant aussi là-dedans si on aime évidemment ce genre de choses. Fait que c'est vraiment un très beau jeu immersif, mais lui est un petit peu plus gros, un petit peu plus complexe au niveau des règles. Mais pour moi, il vient vraiment me chercher avec tous les détails desquels j'ai déjà parlé, avec les cubes de dégâts qu'on va infliger si on réussit à infliger des dégâts aux ennemis, avec toutes les affaires qu'on peut installer. Il y a certains types, les Anglais vont avoir des unités que c'est plutôt des espèces de bacs de sable, de sacs de sable, puis des espèces de bunkers, fait que des unités mobiles mais qui ont d'autres effets. On peut avoir des médics qui vont guérir les autres unités ou les réparer si jamais c'est des tanks, etc. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de ce jeu-là. C'est un jeu que tu lances beaucoup de dés, que tu dois être très tactique. Il existe un mode solo pour l'instant qui est correct sans plus, qui n'est pas extraordinaire mais qui est correct. Il y a une deuxième version du jeu qui s'en vient dans laquelle, semble-t-il, le mode solo va être plus efficace. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, mais pour l'instant, il est quand même 4e. C'est une très bonne position pour moi. On arrive maintenant à mon numéro 3, et pour mon jeu numéro 3 dans ce top 10 de jeux d'escarmouche, j'ai nommé le jeu Unmatched, qui a plein de boîtes qui existent différentes. Là, ici, c'est la boîte de Battle of Legends volume 2. Dans ma collection d'Unmatched, un peu tout est mélangé. Donc, Unmatched, ça va être un jeu qui veut se jouer de 2 à 2 à 3 ou à 4, mais c'est encore une fois principalement un jeu d'affrontement à 2 dans lequel on va choisir un personnage mythique, légendaire ou historique ou issu de la littérature. Fait qu'il va y avoir des personnages comme Sherlock Holmes, comme Achille, comme il va y avoir Robin des Bois, il va y avoir le Bigfoot américain, il va y avoir des samouraïs, il va y avoir toutes sortes de personnages. Le personnage vient avec un deck de cartes et on va se taper dessus. Il y a principalement 2 types de maps qu'on va pouvoir choisir dans le match. Là, chaque boîte vient avec son propre plateau. Il y a certains plateaux qui sont un peu plus petits, qui sont faits spécifiquement pour 2 joueurs, qu'on va retrouver dans les boîtes justement à 2 joueurs. Il y a des plateaux qui sont un petit peu plus grands. On va pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs, qu'on va retrouver dans les plateaux, dans les boîtes de base. Il y a 2 ou 3, si c'est pas 4 boîtes de Marvel, il y a 2 autres boîtes de base. Chaque joueur, une fois qu'il va avoir choisi son personnage, ici par exemple, on a Black Panther, va commencer sur l'une des cases qui est indiquée avec les numéros autour du plateau. Ici, on a Bloody Mary.
avec son miroir, comme ça ici. Fait que les joueurs vont commencer aux différentes extrémités du plateau. Certains joueurs vont avoir des espèces de sidekicks qui vont être représentés par des petits jetons comme ça. Chacun des joueurs va également avoir une roulette avec ses points de vie. Même chose pour Bloody Mary de l'autre côté. L'objectif étant d'amener son adversaire à 0 point de vie si jamais les personnages qui ont des sidekicks, eux aussi vont avoir leur petite roulette pour le représenter. Chaque joueur va avoir une espèce de carte avec l'aide de jeu du tour de jeu et les pouvoirs spécifiques à son personnage, sa vitesse de déplacement, des trucs comme ça. Et il va avoir un deck de cartes dans lequel il va piger ses cartes. Et ces cartes vont avoir différentes choses qu'il va pouvoir faire. Dans son tour de jeu, on va pouvoir prendre des actions pour manœuvrer, fait que se déplacer sur le plateau en suivant les différentes lignes. Quand on va manœuvrer, c'est là qu'on va piger des cartes de notre deck. On va pouvoir jouer des cartes de notre deck pour attaquer si on ce symbole-là ou ce demi-symbole-là. Si on se fait attaquer, on va pouvoir se défendre avec des cartes qui ont le symbole de défense. Il y a certaines cartes spécifiques qu'on va pouvoir jouer comme action pour faire appliquer l'effet de la carte différemment. Et là, il y a encore une fois, il y a une tonne de choix et les cartes vont être spécifiques à chacun des personnages. Il y a certaines cartes qui vont revenir dans tous les decks du jeu. Fait que certaines cartes particulièrement au combat, il va y avoir certaines cartes de défense, par exemple la carte feinte. Pas mal tous les personnages l'ont, mais sinon, à part ça, tous les personnages vont avoir des spécificités qui lui sont uniques. Par exemple, dans ce jeu-là, on a 2 actions et Bloody Mary, elle, toute sa twist tourne autour du fait que certaines de ses cartes vont lui permettre d'avoir une 3e action. Et si elle réussit à avoir 3 actions dans le même tour de jeu, elle va déclencher des effets particuliers avec sa 3e action. Il y a plusieurs de ces cartes qui ont rapport avec le chiffre 3, s'il te reste 3 points de vie, si tu t'es déplacé de 3, des trucs comme ça, pour faire référence au nombre de fois où on doit dire son nom devant le miroir. Pour la faire apparaître, Black Panther, il y a d'autres mécaniques, Achille a d'autres mécaniques, Yanenga a d'autres mécaniques, le Roi Singe a d'autres mécaniques. Tous les autres personnages ont leur propre mécanique, Houdini, le génie, etc. Et comme je l'ai déjà dit à quelques reprises à travers ce top 10, c'est justement cette diversité, cette variété-là qui a fait que je suis tant tombé en amour avec Unmatched. C'est un jeu où il y a le card play premièrement que je vais énormément aimer, la façon dont on va gérer son deck de cartes. On doit prendre certaines actions pour se déplacer qui nous font piger des cartes, puis on doit essayer de jouer nos cartes le plus intelligemment possible en essayant d'anticiper ce que notre adversaire va faire. Et la variété de ce jeu-là vient du fait que chacun des personnages va avoir un deck de cartes complètement différent, mis à part quelques cartes communes qui sont là dans tous les decks. Fait que chaque joueur va avoir une thématique, une façon de jouer son personnage et on doit l'apprendre au fur et à mesure que la partie va avancer. Chaque joueur va avoir certaines forces, certaines faiblesses, des choses qui est plus fort pour faire à l'intérieur d'une partie. Et j'avouerai que la thématique du jeu, même si en quelque part, le jeu n'a pas de thématique en ce sens où on prend différents personnages issus de différentes propriétés intellectuelles puis on les fait s'affronter ensemble sur un plateau de jeu. C'est pas vraiment de thématique, mais je trouve fascinant cette idée d'avoir Houdini que je vais faire affronter Beowulf ou d'avoir le petit chaperon rouge qui va se battre contre Alice au Pays des Merveilles. Je trouve que cette idée-là est très très bonne. Ça ouvre la place à plein d'autres possibilités. J'ai hâte qu'ils lâchent un petit peu Marvel puis qu'ils aillent vers d'autres propriétés intellectuelles comme ils l'ont si bien fait jusqu'à maintenant. Mais c'est vraiment un jeu qui est très intelligemment développé. C'est un jeu c'est sûr qu'il y a un peu de chance à l'intérieur du jeu parce que des fois, on a besoin d'une carte qu'on veut piger puis on la pige pas, on pige d'autres choses. On pige quelque chose qu'on n'est pas capable d'utiliser, on se fait attaquer au moment où on n'a pas de carte de défense, des trucs comme ça. Mais c'est quand même un jeu où l'expérience va venir jouer un grand rôle, puis vraiment l'expérience de son personnage, pas juste l'expérience du jeu en tant que tel, mais l'expérience de son personnage où on apprend les forces de son personnage, comment le jouer intelligemment sur le plateau. Le Raptor va essayer de faire des attaques de groupe, le Tyrannosaure va se déplacer lentement, Beowulf va s'enrager, ça va être l'espèce de Berserker, le Ghost Rider va laisser des traces de feu derrière lui pour brûler tout ce qui se passe, Moon Knight va changer de personnalité à tous les tours de jeu. Fait qu'il y a vraiment plein de super bonnes idées qui représentent bien les personnages dans un matériel qui est somme toute minimaliste parce qu'il y a juste 2-3 figurines sur le plateau puis un deck de cartes par joueur. Fait que donc, mon choix numéro 3, un jeu que j'adore puis je continue à acheter beaucoup de choses de ce jeu-là, même si je peux passer par certaines boîtes qui m'intéressent moins comme Buffy par exemple, Vampire Slayer, ils ont fait une boîte. Mais donc, mon numéro 3, Unmatched. On a presque terminé, on continue avec mon top 2, donc l'avant-dernier jeu que je vais te présenter aujourd'hui dans mon top 10, le jeu d'escarmouche. Celui-là, c'est un jeu de composition d'armée, donc on va avoir des points, avec ces points-là, on va se bâtir une armée, des unités, on va lui donner des attributs spéciaux aux différents personnages qu'on va avoir dans notre armée, c'est basé sur une propriété intellectuelle très populaire, et c'est un jeu de science-fiction qui s'appelle X-Wing, et oui, c'est encore la première édition.
Donc là, quand on parle d'X-Wing, on parle d'un jeu d'escarmouche pur. Fait que les joueurs vont se choisir un scénario, vont se donner un nombre de points pour la partie qu'ils veulent jouer. Plus on a de points, plus les parties vont être longues, évidemment. Selon les scénarios qu'on choisit, il peut y avoir différents objectifs. Quand on commence à bâtir ses armées, on va aller chercher différentes cartes qui vont représenter les pilotes de notre armée. C'est un jeu d'escarmouche avec les vaisseaux, évidemment, dans l'univers de Star Wars. Chacun des vaisseaux qu'on va avoir une valeur en points de recrutement qui est indiquée sur sa carte. Fait que, par exemple, si je veux avoir un X-Wing dans ma flotte, ben, je pourrais prendre un vaisseau d'X-Wing et celui-là, il va valoir 21 points, mais si je préfère prendre Biggs Darklighter, il va avoir des meilleures statistiques, peut-être un pouvoir spécial, mais il va valoir un petit peu plus cher. Une fois qu'on a choisi nos vaisseaux, on va avoir des petites bases à aller leur mettre sur la base du vaisseau. Par exemple, si je prends Biggs, je vais être obligé de le mettre de ce côté-là, mais si je prends mon pilote recru, je vais le mettre de ce côté-là. Et tous les joueurs vont faire la même chose pour composer leur armée. En plus de ça, les vaisseaux vont avoir des caractéristiques où on peut leur rajouter de l'équipement spécial. Fait que par exemple, comme on le voyait, les X-Wing, je peux y équiper soit un droïde ou je peux y équiper des torpilles. Fait qu'on a tous des decks d'amélioration pour les différents trucs du jeu. Fait que si c'est le deck de torpilles, je pourrais aller me chercher le type de torpille que je veux. Ça va valoir évidemment des points de recrutement de plus. Je peux aller chercher un droïde pour aller équiper avec mon vaisseau. Fait que si je veux avoir Chopper dans mon X-Wing ou si je veux avoir R2D Sud, R2D6, il y a R2D2 évidemment quelque part que je pourrais équiper, qui est celui-là ici, puis qui va donner des bonus qui ont tous une valeur en recrutement. Tous les joueurs vont faire la même chose, puis on voit tous les decks qui sont ici, c'est tous des decks de trucs spéciaux qu'on peut équiper sur nos différents vaisseaux, selon le type de vaisseau que c'est. Il y a un deck de médailles, il y a un deck de pilotes spéciaux, de copilotes, il y a des decks de médailles pour les prouesses mécaniques, pour les prouesses de pilotes que les personnages vont être capables de faire. Il y a des decks de dégâts, il y a des decks de toutes sortes de choses. Tous les joueurs vont faire évidemment la même chose. Là, par exemple, ici, peut-être que mon adversaire voudrait choisir 2 TIE Fighters pour combattre mon X-Wing parce qu'on fait une petite partie courte. Il y a toutes sortes de vaisseaux qu'on peut acheter selon ce qu'on préfère avoir, évidemment. Il y a énormément d'options, comme vous pouvez vous en douter. Et une fois qu'on fait ça, ben là, on va s'installer une map. Généralement, il y a des joueurs qui vont commencer d'un bord, les autres vont commencer de l'autre côté. On peut décorer notre map. Il peut y avoir des astéroïdes, il peut y avoir des trucs qui flottent, des débris spatiaux, il peut y avoir des mines dans l'espace ou des trucs d'espions. Il y a un paquet de jetons qu'on peut utiliser. Et grosso modo, les joueurs vont se servir de ces petites roulettes-là, où on va aller choisir les manœuvres qu'on fait face cachée. Fait qu'on va dire, moi par exemple, je vais avancer un petit peu, ou je vais aller me positionner pour tirer lui. Fait que je vais me tasser un petit peu comme ça. Puis une fois que tous les joueurs vont avoir choisi leur manœuvre, ils vont les mettre face cachée à côté de leur vaisseau. En ordre d'initiative inverse. En ordre d'initiative, on va révéler la manœuvre. Fait que celui qui a la plus haute initiative, il va jouer en dernier dans cette phase-là. Et on va avoir des espèces de gabarits comme ça pour indiquer comment les personnages vont se déplacer. Fait que si moi je fais un petit move de 1 en avant comme ça, ben je fais un petit move, je vais placer mon gabarit, je vais placer mon vaisseau de l'autre côté. Les joueurs vont tous se déplacer en faisant des choses similaires en utilisant les différents gabarits qui viennent dans le jeu. Fait qu'on a des gabarits de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 qui sont droits ou qui sont courbés. Et une fois que tout le monde s'est déplacé, ben là, en ordre d'initiative, cette fois-ci, et non pas en ordre d'initiative inverse, les joueurs vont pouvoir essayer de se tirer dessus. Encore une fois, on va utiliser des gabarits de portée pour être capable de voir si on se rend aux différents vaisseaux qu'on veut tirer. On va avoir des dés à lancer, des dés de défense qui sont des dés verts. On va avoir des dés d'attaque à lancer qui sont des dés rouges. On va essayer d'aller chercher certains symboles. Les joueurs ils peuvent prendre des actions spéciales pour aller chercher des jetons d'évasion, des jetons de défense. Il y a certains vaisseaux qui ont des boucliers, il y en a d'autres qui en ont pas. Il y a plein, des dizaines et des dizaines, vous pouvez vous en douter, de capacités spéciales qu'on peut faire. Et quand on est assez chanceux pour infliger des touches, ben on va briser tranquillement le bouclier de notre adversaire. S'il n'y a plus de bouclier, on va lui infliger des cartes de dégâts. Il y a un deck de cartes de dégâts qui sert à ça. S'il y a suffisamment de cartes de dégâts pour qu'il égalise son nombre de points de vie, ben le vaisseau va tout simplement exploser, puis on va continuer jusqu'à temps que l'objectif du scénario soit atteint ou jusqu'à temps qu'il reste juste une faction sur le plateau de jeu. Donc j'aime tant X-Wing parce qu'il me rappelle entre autres toute ma jeunesse de joueur de wargame de type Warhammer 40 000, Necromunda à l'époque quand j'étais adolescent. Fait que lui il y a vraiment cet aspect-là de construction d'armée, d'aller chercher différentes capacités, différents pouvoirs, différentes habiletés, différents types de munitions à nos différents vaisseaux. Il y a énormément de possibilités pour personnaliser l'armée qu'on veut. Est-ce que je veux une armée de TIE Phantom qui vont pouvoir faire du stealth, ça va pouvoir m'attaquer juste un tour sur 2, ou je vais avoir des pilotes
être réputé. Je vais avoir Dark Vader, puis je vais avoir Boba Fett dans mon armée. Ce qui vont coûter beaucoup plus de points, évidemment, mais qui fait que je vais avoir moins de vaisseaux, mais il va avoir plus de capacité. Je vais avoir des vaisseaux plein de capacité, qui j'en ai un peu moins, mais ils ont plus de trucs qu'ils peuvent faire. Comme tu l'as vu, il y a des dizaines et des dizaines de types de vaisseaux qui existent, puis j'ai même pas encore la deuxième édition. Ils continuent à sortir du stock encore. J'ai un peu manqué mon coup pour passer de la première à la deuxième édition. Là, maintenant, on est rendu avec différentes factions. Il y a les Bounty Hunters, il y a le Premier Ordre, il y a les Rebelles, il y a l'Empire, évidemment. Il y a plein de vaisseaux qui continuent à sortir. C'est des vaisseaux qui sont pré-peints. On peut faire une job supplémentaire par-dessus si on le veut, mais c'est des vaisseaux qui sont pré-peints, fait qu'ils sont quand même super bien faits. Déjà, au moment où la première fois qu'on déballe la boîte, il y a énormément de possibilités de custom, de qu'est-ce que je veux faire, comment je veux m'enligner. C'est un jeu de type dogfight, fait qu'il rappelle les combats aériens de petits vaisseaux rapides et très manœuvrables, fait que c'est très agréable de surprendre son adversaire en faisant un 180 puis en allant se positionner juste derrière lui, placer une mine derrière soi sur laquelle quelqu'un va passer à la Jango Fett, etc. Il y a vraiment... C'est super, puis en plus la thématique évidemment vient me chercher, je suis un fan de Star Wars, c'est connu, fait que c'est le fun d'aller chercher différentes combinaisons, d'aller chercher ces personnages-là, puis de recréer certaines batailles aériennes, spatiales, dis-je, de l'univers de Star Wars. Là, je ne l'ai pas montré, mais il existe également des véhicules plus gros, des véhicules gigantesques, le Tantive 4, si je ne me trompe pas, le vaisseau de Leia, fait qu'il y a des vaisseaux qui sont vraiment très très gros. Et il y a une autre version qui s'appelle Star Wars Armada, où on va plutôt contrôler les vaisseaux capitaines, les énormes vaisseaux, les Imperial Destroyer, ce type de vaisseau-là, plutôt que les petits vaisseaux rapides comme ça. C'est un peu différent. Moi, je préfère X-Wing parce que je le trouve plus nerveux, je le trouve plus rapide, je le trouve plus instinctif, moins calculatoire, puis plus au réflexe. Ce que j'aime. Fait que donc, encore beaucoup de plaisir à chaque fois que j'organise une partie de X-Wing. Par contre, on a besoin de préparation parce que, tu sais, des jetons, il y en a n'en plus finir, des vaisseaux, il y en a n'en plus finir. Et comme tu l'as constaté d'ailleurs, c'est surprenant à quel point une boîte de pêche fonctionne extrêmement bien pour ce jeu-là. On dirait que ça a été fait pour ça. Chaque vaisseau rentre dans une case, puis 2 cases de large, c'est parfait pour les autres types de vaisseaux. Par exemple, les B-Wing qui rentrent parfaitement là-dedans aussi. Fait que c'est vraiment très très agréable de jouer à X-Wing, toujours encore aujourd'hui. Donc, mon numéro 2, X-Wing. Alors voilà, le top 10 tire à la fin. Déjà mon 10e et dernier choix, donc mon choix numéro 1, mon jeu d'affrontement d'escarmouche préféré de tous les temps. C'est un minuscule petit jeu qui s'appelle Mythic Battle. Spécifiquement le Pantheon, j'ai pas encore joué à Mythic Battle Ragnarok. Et je viens tout juste de supporter Mythic Battle Isfet, qui est la version égyptienne de Mythic Battle. Donc un jeu de Mythic Game, un jeu où on va encore une fois construire des armées avec un certain nombre de points de recrutement. On peut choisir des scénarios. Il y a même des scénarios solo, il y a des scénarios coop. Il y a des espèces de mini-campagnes où on va avoir à suivre différentes règles, puis on va s'affronter sur quelques parties avec des armées spécifique. Dans Mythic Battle, on est encore une fois dans le jeu pur d'escarmouche où on va avoir à se composer une armée, fait qu'il va y avoir différents types d'unités. On va avoir nos divinités en tant que telles qu'on va se choisir. On peut avoir des héros qui sont en gris, des monstres en vert, des unités en tant que telles, des troupes au sol qui sont des plus petites unités un petit peu plus faibles, qui sont représentées seulement par des cartes au lieu de par des plateaux de carton. Il y a un coût de recrutement qui est ici, qui est associé à chacune d'unité. On va se déterminer selon le nombre de joueurs, un nombre de points de recrutement qu'on va avoir. Quand on va choisir nos unités, ils vont venir avec une figurine. Ça, par exemple, c'est la figurine qui vient avec Artemis. Sur nos plaquettes comme ça, on va avoir une espèce de petit jeton comme ça à placer qui va montrer les statistiques de notre personnage, de notre héros ou de notre dieu, qui vont évoluer, qui vont baisser en fait au fur et à mesure que la partie va évoluer. Puis les joueurs vont avoir à faire un draft en début de partie de façon générale. Fait qu'on va avoir à recruter des unités à tour de rôle. Fait que peut-être que mon adversaire va vouloir recruter le Cerbère. Lui aussi va mettre une petite plaquette de plastique. Le Cerbère vient avec sa figurine de plastique aussi. Et on va continuer comme ça. Et des figurines, des plateaux de figurines comme ça. On en a plein avec différents types. On a la méduse, on a des serpents, toutes sortes de monstres Icare avec ses ailes, on a Sisyphe avec sa roche sur le dos, on a les satyres, les harpies, etc. Fait qu'on a beaucoup de choses de la mythologie grecque, évidemment. C'est Battle Pantheon, c'est un peu ça le concept, je m'excuse pour le bruit. Une fois qu'on va avoir bâti nos armées,
Puis on va s'affronter sur un plateau de jeu qu'on va avoir choisi généralement avant que la partie commence. Ce plateau de jeu-là, on va également l'habiter avec des décors de façon générale. Fait qu'il peut y avoir des roches, il peut y avoir de la forêt, il peut y avoir des colonnes de pierre, il peut y avoir un paquet de cossins qui ont différents effets spécifiques sur le jeu. Et on va se promener avec nos unités là-dessus en se courant après, puis en tentant de se taper dessus. Grosso modo, la façon dont ça fonctionne, c'est que chacune des unités, par exemple le Cerbère ici, va être associée avec un certain nombre de cartes d'activation. Et de l'autre côté, s'il y a des petits symboles, comme on pourrait voir par exemple sur la fiche d'Artémis, t'en as plus, j'allais la chercher. S'il y a des petits symboles de l'autre côté, ça va donner un certain nombre de cartes hors de la guerre. Fait qu'on va prendre nos cartes associées à nos personnages. Par exemple, si les 4 cartes du Cerbère, une carte hors de la guerre, ça va ressembler à ça. On va brasser toutes les cartes de tous nos personnages ensemble en début de partie, puis on va en piger un certain nombre pour commencer la partie. Et c'est avec ces cartes-là qu'on va pouvoir jouer. Fait que si dans ma main, j'ai une carte Cerbère, mais je vais pouvoir la défausser pour activer mon Cerbère pour qu'il se promène en répondant aux différentes caractéristiques qu'il va avoir sur sa fiche. Fait qu'il y a une valeur en déplacement, d'attaque, et il peut avoir des pouvoirs spéciaux que je peux justement utiliser parfois en défaussant des cartes hors de la guerre. Parfois, j'ai pas besoin de défausser de cartes hors de la guerre. Parfois, c'est des effets passifs, etc. Fait qu'on va essayer de manœuvrer sur le plateau de jeu, sur ce grand plateau de jeu-là, pour tenter principalement d'aller faire l'une de deux choses. Fait que soit on va tenter d'aller éliminer le dieu adverse et uniquement le dieu, donc la fiche en carton jaune, soit on va essayer d'aller récupérer ce qui s'appelle des Amphalos, qui sont des espèces de pierres d'énergie divine. Fait que dépendamment du nombre de joueurs qu'on est, il va y avoir un certain nombre de pierres Amphalos sur le plateau de jeu, puis on va avoir besoin d'aller en chercher un certain nombre qu'on va ramener à notre dieu, que notre dieu va prendre des actions pour les absorber. Puis une fois qu'on a absorbé le bon nombre, on va l'emporter. Le système de combat, lui, va reposer généralement sur un système de dés à 6 faces, mais qui vont exploser. Le système est extrêmement simple. Les unités ont une valeur de défense. Par exemple, mon Cerbère, présentement, s'il était à son maximum de points de vie, aurait une défense de... on va mettre à l'endroit, ça va aller mieux. Aurait une défense de 8, mais on voit qu'éventuellement, s'il commence à perdre des points de vie, sa défense va baisser pour atteindre 7. C'est le petit chiffre qui est sous le bouclier, puis éventuellement, il peut aller jusqu'à 6. On voit également que sa valeur en attaque, sous la petite épée, va également baisser. Les monstres, ils ont des mots-clés qui vont affecter le combat. Ils peuvent être protecteurs, ils peuvent être gardiens, ils peuvent être projecteurs, etc. Puis quand on va faire un jeu d'attaque, si quelqu'un attaque à 6D sur mon Cerbère qui a une défense de 8, ben on va avoir des décisions intéressantes à prendre. Par exemple, ici, on voit que j'ai roulé, ça c'est des 5, des 4, des 3, des 2. Si j'ai roulé des blancs comme ça ici, ben ça me donne absolument rien. Et chaque dé qui est sur un 5, ben je peux le faire exploser pour tenter de le relancer. Là, comme il y a une défense de 8, ben ça me donne rien d'avoir juste des 5, fait que j'aurais pas le choix de tenter d'en faire exploser. Mais on peut toujours défausser des dés qui ont une valeur autre que 0 pour ajouter des plus 1 à d'autres dés. Donc là, ici, avant de faire une relance, je pourrais décider, ben tiens, je défausse ce dé-là pour me donner une relance supplémentaire. Puis je fais monter ce 4-là à 5-là. Et là, j'aurais le choix. Je pourrais décider de défausser lui pour faire monter lui également à 5. Mais je pourrais décider de garder ces deux-là pour me donner éventuellement des plus 1 sur les dés que je vais relancer. Disons que c'est ce que je fais. Je relance ces 3 dés-là. Je l'ai déjà dit, un blanc, ça donne rien. Fait que lui, je le perds. Fait que mon 5 tombe à 0. Ce 5-là tombe à 10. Fait que ça lui fait une touche là. Ce 5-là tombe à 6, mais comme je m'étais gardé 2 dés qui servent à rien, ben je peux les sacrifier pour faire plus 1 et plus 1. Donc ce 5-là, ce 6-là tomberait à 8, ce qui ferait que moi qui contrôle le Cerbère, ben je perdrais 2 points de vie. Et là, on voit que j'ai pas encore affecté mes valeurs d'attaque de défense. Mais je commence à perdre la faiblesse. Le Cerbère est évidemment, on s'en doute, une créature difficile à tuer. Et je suis un grand fan de Mythic Battle à cause, encore une fois, de toutes les possibilités de combos qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là. J'aime d'abord, avant tout, j'adore le système de combat, ce système de dés qui explose là, je le trouve extrêmement stratégique. On amène un aspect de pousse ta chance ou de push your luck à l'intérieur d'un jeu d'escarmouche que j'aime beaucoup. Je roule 2-5 et puis l'exemple que je viens de faire, c'est un très bon exemple parce que j'aurais dû tenter de rouler avec 4 dés qui se relancent ou j'ai bien fait d'y aller avec seulement 2 dés qui seraient 3 dés qui se relancent, mais de me garder des plus 1, 2 plus 1 sur le côté, ce qui m'a permis de marquer 2 blessures. J'aurais peut-être été plus chanceux si j'avais décidé de rouler mes 4 dés de relance. Fait que c'est un jeu qui t'offre
cette possibilité-là, puis en plus, j'ai pas trop insisté, mais les cartes hors de la guerre te permettent de faire un paquet de cossins à l'intérieur du jeu, te permettent d'aller fouiller dans ton deck pour aller chercher des cartes spécifiques, de piger davantage de cartes dans ton tour de jeu. Ils te permettent d'activer les habiletés spéciales des différents personnages. Fait que c'est un aspect important aussi dans la stratégie, dans les tactiques que tu vas déployer pendant la partie. C'est un jeu que les environnements sont importants. Il y a des personnages qui peuvent littéralement arracher les arbres ou les colonnes de pierre pour les lancer sur d'autres. Je pense entre autres à Hercule qui peut faire ça. Et c'est un jeu, l'aspect peut-être pourquoi ce jeu-là se hisse au-dessus de tous les autres pour moi, c'est un jeu que plus on y joue, plus la partie recrutement est, selon moi, un aspect intéressant du jeu parce que le recrutement va se faire sous forme de draft et dans ce draft-là, on n'aura pas le choix de répondre à ce que notre adversaire va piger pour la partie, puis ça n'aura pas le choix d'avoir une influence sur ce que nous autres, on va choisir. Tu choisis un adversaire qui se déplace extrêmement rapidement, qui est extrêmement manœuvrable, puis qui va pouvoir aller chercher les Omphalos rapidement puis les ramener à ton dieu. Ben tiens, je vais choisir un archer, genre quelqu'un qui peut tirer de très loin, qui va pouvoir descendre cet adversaire-là. Tu choisis Icare, qui a des défenses super fortes. Je vais choisir Orphée, qui va bloquer Icare de par sa merveilleuse musique et ses poèmes enchanteurs, ainsi de suite. Fait qu'il y a plein d'effets de réponse dans la façon dont les joueurs vont composer leur armée. Ce que j'aime beaucoup, j'aime aussi beaucoup le thème. Évidemment, on est dans la mythologie grecque, et qu'on a été chercher à peu près tous les personnages grecs qui existent. Les 2-3 manquants qui restaient sont dans la dernière extension qui est offerte dans la campagne de Mythic Battle Isfet, la version égyptienne. Il y a une version Ragnarok qui existe, donc scandinave. Il y a une version égyptienne qui est en train de se faire, qui va sortir. Toutes ces versions-là seront compatibles entre elles, donc ça va tout à fait être possible d'avoir une armée composée de Amon-Ra, Toutankhamon et Cléopâtre affrontant Beowulf aux côtés d'Achille, guidé par Zeus avec Fafnir de l'autre côté. Fait qu'il va y avoir beaucoup de possibilités. Je suis pas encore sûr que je vais prendre tout ça, parce que ça fait évidemment, tu t'en doutes, beaucoup de matériel. Le nombre de boîtes qu'il y a de Mythic Battle, c'est hallucinant. J'ai pas encore trouvé une façon pour bien ranger tout ça. Et encore une fois, comme plusieurs autres jeux de ma liste, c'est un jeu qui, une fois qu'il est installé, c'est un jeu qui est quand même facile à expliquer, puis facile à apprendre. Lui, il va avoir les particularités que nos personnages ils ont vraiment beaucoup de mots-clés. Les terrains ils ont beaucoup de mots-clés. Puis la difficulté du jeu, la complexité du jeu va venir de ton choix au moment où tu fais ton recrutement. C'est fort possible si tu joues contre quelqu'un d'expérimenté qui n'était pas pensé à certaines combinaisons que l'autre a créées dans son armée, puis que ça te rend ta première partie un petit peu plus difficile. C'est d'ailleurs pourquoi je m'efforce de bien avertir quelles sont les forces et les faiblesses de mon armée, généralement quand je joue avec des gens qui sont peu habitués, parce que je veux qu'ils aiment ça, pour que je puisse rejouer avec ces dites personnes. Fait que pour toutes ces raisons-là, Mythic Battle, c'est vraiment mon jeu d'escarmouche favori. Il y a encore peu de temps, c'était X-Wing qui était numéro 1. Mais là, dans les dernières années, les dernières parties que j'ai jouées, j'ai vraiment un plaisir fou à jouer à ce jeu-là. Il y a des dizaines de maps différentes qui existent. Ils ont rajouté des titans qui sont des figurines encore plus grosses, qui coûtent plus de points de recrutement, mais qui ont plus d'habileté à déployer sur le plateau. Il y a plein de scénarios qu'on peut jouer coop, solo, campagne coopérative, campagne compétitive. Il y a des scénarios dans l'eau, dans la boîte de Poséidon, il y a des scénarios dans le fond des volcans, dans la boîte d'Héphaïstos, etc. Fait qu'il y a vraiment là, des possibilités pour moi qui sont infinies de plaisir et d'intérêt. On peut faire la campagne de Troie avec une boîte spécifique, etc. Fait qu'il y a vraiment une tonne d'affaires, puis je suis un grand fan de mythologie grecque, c'est probablement un de mes sujets préféré en termes de mythe, en termes de fantastique, si je puis dire. Donc, ce jeu-là, évidemment, me rejoignait beaucoup et je l'adore. C'est pourquoi c'est mon numéro 1, Mythic Battle Pantheon. Alors voilà, c'est ce qui met fin à mon top 10 mes 10 jeux préférés d'escarmouche, d'affrontement. Et avant de terminer, je voulais faire quelques petites mentions honorable, fait quelques jeux qui ont passé proche de faire le cut, mais qui ne l'ont pas fait. J'ai déjà parlé de Mémoire 44, qui était mon titre numéro 11. J'ai nommé Samurai Battle, qui est un peu le même système que Mémoire 44. J'aime beaucoup Yashima également, qui est un jeu très sous-estimé. J'aime bien Super Fantasy Brawl, mais pas encore assez joué pour qu'il se fasse vraiment une place dans mon top 10. Et je trouve que Tiny Epic Tactique est sous-estimé. Jeu fort intéressant, tout petit, avec des éléments de 3D. Donc voilà, fait que j'espère que c'est quelque chose qui t'a plu. Laisse-moi en commentaire si jamais tu as des suggestions, des commentaires, si jamais j'ai des titres que j'ai oubliés. Toi, ton top 10, ça serait quoi? Ou ton top 5, ton top 2, ton top 1? Tu fais ça comme tu veux. Quels sont tes jeux d'escarmouche préférés? Tu peux également me laisser en commentaire, j'aimerais pas ça avoir quelques suggestions de top 10 que tu aimerais me voir faire éventuellement de façon individuelle. Ça me ferait un grand plaisir d'avoir quelques idées
à avoir pour partager ça. Fait que moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, j'en ai invité à t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous supporter venir nous visiter ou nous commenter sur Instagram, sur Facebook. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel d'excellente, qu'on espère être d'excellente qualité. Sur ça, ciao, à la prochaine. Fais attention. À toi, out.